il nous revient de saluer la mémoire des 30 à 40 000 communards assassinés, exécutés dans la seule semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Les communards ont concentré contre eux la haine, la fureur, la violence, car ils avaient osé. Dans le court laps de temps qui lui fut donné, la Commune de Paris a osé, cela a été dit avant moi, remettre en mouvement, remettre en exploitation les ateliers, les entreprises abandonnées par les patrons. Elle a osé décréter le moratoire des dettes, le blocage des loyers, la suppression des amendes et des retenues sur les salaires ouvriers. Elle a osé abolir le travail de nuit dans les boulangeries. Elle a osé séparer l'école de l'église, prendre les mesures de développement de l'instruction publique, instaurer le gouvernement à bon marché et surtout, elle avait osé pour cela s'en prendre aux sacro-saintes institutions de l'État, en décrétant dans ses premières mesures la suppression de l'armée permanente, en décrétant l'éligibilité et la révocabilité de l'ensemble des fonctionnaires. Elle avait entrepris une transformation en profondeur qu'aucun mouvement révolutionnaire ouvrier jusque-là n'avait osé. Elle avait entrepris de démanteler l'État, cette machine d'oppression d'une classe par une autre. Elle avait entrepris de le briser, cet État déjà commençait à ne plus être l'État. Cette leçon de la Commune a marqué un tournant définitif dans toute l'histoire du mouvement ouvrier mondial. Cette leçon de la Commune, c'est que la classe ouvrière ne peut se contenter de prendre telle quelle la machine de l'État pour tenter de la faire fonctionner à son propre compte. Quelle actualité, camarades, de cette leçon de la Commune de Paris, aujourd'hui, 24 mai 2014, dans ce pays, quand les prétendus socialistes et leurs alliés de gauche, se coulant dans les institutions de la Ve République, se plaisent à en faire fonctionner les rouages les plus antidémocratiques, les plus bonapartistes. Quelle leçon quand, aujourd'hui même, s'agissant de la réforme territoriale, prétendant démanteler les institutions démocratiques que sont la Commune et l'État, on voit l'ensemble des dirigeants des partis dits de gauche s'inscrire dans les missions de préfiguration de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire ne se contentant pas d'accompagner, mais se faisant les candidats de la destruction de la démocratie et de la République. Quelle leçon surtout, quand aujourd'hui, 24 mai, et cela depuis des semaines, dans un parfait consensus, les uns et les autres entonnent un même refrain. Votez ce que vous voulez le 25 mai, mais surtout, votez. Quelle leçon quand on réfléchit à ce consensus qui fait que de l'extrême droite à l'extrême gauche, il n'y a qu'un ennemi, l'abstentionniste. Un seul à qui il faut faire rendre gorge. Un seul à qui qu'il faudrait convaincre par tous les procédés possibles. Un seul à qui l'on dit pense ce que tu veux, critique, proteste, mais participe, mets ton bulletin dans l'urne et aide-nous à légitimer ainsi ces institutions de l'Union européenne. Camarades, puisqu'il s'agit de l'Europe, on nous permettra ici de saluer particulièrement la mémoire de l'ouvrier hongrois ayant longtemps vécu en Allemagne, avant de devenir délégué du travail de la Commune de Paris, l'ouvrier hongrois Léo Frankel. On nous permettra de saluer particulièrement la mémoire des militants polonais, Dąbrowski et Wróblewski, désignés chefs militaires de la Commune de Paris. En 1871, l'Union des prolétaires d'Europe n'avait besoin pour être proclamée ici à Paris ni de traités, ni de directives, ni d'une bureaucratie de 40 000 fonctionnaires grassement payés à Bruxelles. Cette Union des prolétaires d'Europe n'avait besoin ni d'une banque centrale européenne, ni de diktats, ni de sanctions. Elle a d'emblée bénéficié du soutien et de la solidarité des travailleurs d'Allemagne, de Grande-Bretagne et de toute l'Europe, parce que d'emblée la Commune de Paris s'est imposée comme la patrie commune des prolétaires du monde entier,
engagé avec elle et à ses côtés dans la guerre de classe contre Versailles, tandis que de l'autre côté de la barrière de classe, les ennemis d'hier, les féodaux et hobro-prussiens d'un côté, la bourgeoisie française de l'autre, eurent au fait de se réconcilier contre leur ennemi commun, la classe ouvrière de France et d'Europe. Aujourd'hui, camarades, l'acharnement consensuel des Versaillais de tous bords, leur acharnement contre les abstentionnistes a une signification de classe. Cet acharnement vise à dire que quoi qu'il arrive, quelles que soient les opinions des uns et des autres, la dictature des traités, de l'euro, du Parlement européen, c'est-à-dire en un mot la dictature du capital financier, doit s'imposer à tous. Et nous le savons, camarades, les gouvernements successifs dans ce pays de gauche et de droite s'inscrivent tous dans le même moule, des dictates et des traités. Cela est vrai en France, et cela est vrai dans chacun des 28 pays qui appartiennent à l'Union européenne. En ce sens, le combat engagé dans chaque pays contre les pactes d'austérité, le combat à l'ordre du jour dans ce pays pour balayer le pacte de responsabilité, le combat pour l'unité de la classe ouvrière dans le tous ensemble et la grève générale, pose comme question politique concrète la nécessité de briser ce carcan de l'Union européenne. Pour notre part, nous ne critiquons pas ceux qui feront le choix d'aller voter. Mais nous prenons la responsabilité de dire l'abstention massive est légitime. L'abstention massive est positive, car elle souligne la nécessité de briser le carcan des institutions de l'Union européenne, parce qu'elle met à l'ordre du jour le démantèlement de tous les traités, de Maastricht au TSCG en passant par Lisbonne et Amsterdam, parce qu'elle exprime la nécessité de soustraire les organisations ouvrières à l'extraordinaire pression qui voudrait les relier, les subordonner au pacte dicté par Bruxelles. Parce qu'elle souligne la nécessité, l'urgente nécessité, non seulement de l'action commune des travailleurs et des peuples d'Europe, mais de l'édification d'une véritable union libre des peuples et nations libres de toute l'Europe, débarrassée de ces traités et de ces carcans destructeurs. Il est symbolique, et plus que symbolique, que nous soyons amenés aujourd'hui à saluer la Commune de Paris au moment où ce prétendu gouvernement socialiste entend avec sa réforme territoriale, le camarade l'a dit avant moi, porter le coup de grâce aux communes et aux départements. Si la Commune de Paris s'est appelée commune, ce n'est pas par accident. C'est dans une revendication explicite à la Constitution de 1793, héritage de la Révolution de 1789. Une Constitution qui faisait de la libre administration communale et de la libre administration des départements le chaînon de base de la démocratie politique. La Commune de Paris marqua à la fois la forme supérieure de la démocratie directe, mais aussi le fil qui relie la révolution démocratique de 1789-1793 à la révolution sociale, à l'ordre du jour, en cette fin de 19e siècle et bien sûr dans les siècles qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Camarades, insistons sur cet aspect au moment où il est de bon ton de dénoncer le prétendu millefeuille territorial. La commune libre, la commune librement administrée, c'est la cellule de base de la centralisation politique de la démocratie. Marx a écrit « L'unité de la nation ne devait pas être brisée, mais au contraire organisée par la constitution communale. » Et un militant révolutionnaire dont on peut ne pas partager les options, mais qu'on ne soupçonnera pas d'être hostile à la centralisation de l'État, je veux dire Lénine, a écrit à propos de la commune qu'elle a montré la possibilité d'un centralisme volontaire, d'une union volontaire des communes en nations, d'une fusion volontaire des communes prolétariennes en vue de la destruction de la machine d'État bourgeois. Camarades, de notre point de vue, Parti ouvrier indépendant, notre engagement inconditionnel dans l'unité avec des élus de toutes tendances, pour la défense des communes, pour la défense des départements, pour la défense de la forme républicaine des institutions, a une signification à la fois historique et sociale. Historique, parce que nous comprenons que l'acharnement à détruire les départements et les communes, c'est la volonté de revenir à l'ancien régime, avec ses provinces et ses baronnies. C'est la volonté de détruire l'unité des droits de la classe ouvrière, l'unité de la classe ouvrière et de ses institutions.
C'est la volonté de briser l'unité de la sécurité sociale, de territorialiser l'école publique, de régionaliser l'État, les droits ouvriers en un mot. Mais cette défense de la liberté communale, cette défense des départements de défense et de la reconquête de la démocratie est pour nous indissociable de son contenu social. C'est la Commune de Paris, c'est-à-dire le mouvement d'émancipation ouvrière, qui a donné tout son contenu aux acquis démocratiques de la Révolution de 1789-1793. Il en est de même aujourd'hui. Le combat des élus, le combat de tous les militants attachés à la démocratie et à la République, pour défendre et préserver les départements et les communes, est appelé inévitablement à converger avec le mouvement propre de la classe ouvrière, pour ses revendications pour le tous ensemble. Et ce mouvement convergent jettera les bases, non seulement d'un mouvement d'ensemble qui bloquera la politique du gouvernement, mais au-delà. Elle jettera les bases, les premiers linéaments, de ce qui sera sous une forme que nous ne pouvons prévoir, de la fusion, de la convergence de toutes les formes de représentation politique de la démocratie, mais aussi de toutes les formes de la représentation politique de la classe ouvrière en lutte, dans ses comités, dans ses conseils, jetant les bases d'une authentique assemblée constituante par laquelle le peuple travailleur sera amené à définir lui-même ce que veut dire le contenu de la démocratie. Mais pour cela, répétons-le comme l'a fait la Commune de Paris, il faudra briser le carcan de ces institutions, briser le carcan de l'Union européenne. Marx, encore lui, disait « La seule république possible en France et en Europe est une république sociale, c'est-à-dire une république qui enlèvera à la classe des capitalistes l'appareil d'État et le remplacera par la commune. » Nous n'en faisons pas une condition. Nous n'en faisons une condition ni pour le combat de front unique avec des militants de toute tendance pour l'indépendance des organisations ouvrières, ni pour le combat dans l'unité avec les élus pour la défense des communes et des départements. Mais comme parti ouvrier indépendant fondé sur un programme de classe, c'est le contenu que nous donnons à ce combat. C'est la finalité que nous lui assignons. C'est un combat dont l'objectif est de jeter les bases du gouvernement des producteurs, du gouvernement des travailleurs. Camarades, nous saluons l'œuvre de la Commune de Paris. Nous saluons le sacrifice et l'héroïsme de ses combattants. Nous revendiquons sa continuité, nous revendiquons son héritage, nous proclamons son actualité. Et pour autant, nous n'ignorons pas ce qu'ont été ses faiblesses qui en partie ont contribué à sa chute. Nous savons ce que l'histoire nous apprend de ce qu'ont été les hésitations, les indécisions. Oui, la Commune de Paris eût pu être proclamée 6 mois plus tôt. Oui, elle eût dû s'en prendre tout de suite et résolument à Versailles et ne pas laisser le temps à la réaction versaillaise de se réarmer pour être à même de l'écraser. Oui, elle eût pu et dû confisquer lors de la Banque de France les avoirs des capitalistes. Elle eût pu et dû s'adresser à l'ensemble des communes dans tout le pays pour jeter les bases de la commune, de l'État commune à l'échelle de tout le pays, ne pas laisser la Commune de Paris être isolée. C'est vrai. Mais il a été dit quelque part que le pouvoir est tombé dans les mains de la classe ouvrière ce 18 mars 1871 sans qu'elle soit allée l'arracher. C'est vrai, mais ce n'est vrai qu'en partie. Si le pouvoir est tombé, c'est parce que la bourgeoisie s'est enfuie. Mais si la bourgeoisie s'est enfuie, c'est parce que déjà la classe ouvrière avait commencé à prendre les instruments du pouvoir entre ses mains. C'est-à-dire qu'elle avait déjà commencé à répondre à la question qui dirige et qui organise l'administration et la force militaire. Mes camarades, quelles qu'aient été les faiblesses et les indécisions de la Commune de Paris, elles ne résultent pas de l'irrésolution des masses, qui, elles, ont fait la preuve d'une abnégation, d'un courage, d'un sacrifice et d'un héroïsme à nul autre pareil. Si irrésolution, si indécision il y eut, c'est d'abord dû à l'absence d'un parti fort, déterminé, d'une direction soudée pour aider la classe ouvrière à prendre les décisions qui s'imposaient dans les moments décisifs pour assurer la victoire. Il n'en reste pas moins que la Commune de Paris a posé de manière pratique la question du pouvoir. Elle a indiqué ce qu'est le but du mouvement de la classe ouvrière, à travers chaque combat partiel, à travers chaque revendication particulière, que ce but c'est de poser, de résoudre la question du pouvoir, qui est la condition pour marcher au socialisme, c'est-à-dire pour arracher la propriété des moyens de production des mains de la classe des capitalistes, des banquiers, des spéculateurs. C'est cette leçon qui a inspiré et inspire le combat ouvrier dans le monde entier depuis 143 ans. Pas un soulèvement, pas une grève générale, pas une crise révolutionnaire, sans que d'une manière ou d'une autre ne soit invoqué le précédent de la Commune de Paris. Camarades, ceux qui aujourd'hui se prétendant abusivement socialistes ou communistes, et qui acceptent d'être les artisans de la réaction versaillaises d'aujourd'hui, ceux qui, socialistes ou communistes de nom, organisent dans le cadre de leur soumission à l'Union européenne et à la Banque centrale européenne,
organise, oui, tous les coups destructeurs, les plans de licenciement, le démantèlement de la démocratie, ceux qui cautionnent les guerres d'intervention impérialistes au Mali, en Centrafrique, ceux qui coordonnent l'agression menée aujourd'hui en Ukraine, ceux qui partout menacent la souveraineté des nations, sont les mêmes qui demain soir pleureront à chaudes larmes sur les résultats des élections, en accusant le peuple et en lui faisant porter la responsabilité de leur propre turpitude. Mes camarades, ceux-là ont depuis longtemps renoncé à revendiquer l'héritage de la commune. Pour ceux qui, comme nous, sont partie prenante de ce mouvement qui mûrit dans le pays, ce mouvement vers la grève générale, le tous ensemble qui rassemblera, c'est une certitude, toutes les couches de la population ouvrière et de la jeunesse, pour en finir avec la politique de misère, de décomposition et de destruction. Ceux qui, comme nous, confrontés aux pires difficultés, considèrent avec confiance la capacité de la classe ouvrière de surmonter les obstacles qui se dressent devant elle. À tous ceux-là, qu'ils soient membres ou non, avec tous ceux-là, qu'ils soient membres ou non du Parti ouvrier indépendant, nous proposons d'agir pour forger les chaînes de l'unité, pour forger les réseaux de l'unité, pour prendre exemple sur la Commune de Paris, qui sut faire dialoguer et travailler ensemble tous les courants du mouvement ouvrier pour une même cause, celle de l'émancipation ouvrière. À tout cela, nous invitons à réfléchir ensemble sur les leçons de la Commune et la nécessité de la rupture avec les institutions faillies. Et c'est ainsi, ensemble, sans que nous puissions déterminer les chemins, les rythmes, les formes, l'histoire les déterminera, mais c'est ainsi qu'ensemble nous aiderons notre classe, la classe ouvrière, à poser la question du pouvoir, à la résoudre sur son terrain, c'est-à-dire celui de la démocratie, qui aujourd'hui se confond, la reconquête de la démocratie, se confond avec l'édification de la République sociale. Et c'est pour cet objectif que nous travaillons à construire un parti, non pas comme une condition pour l'action commune, non pas comme un préalable, mais comme un outil, comme un solide point d'appui organisé pour aider consciemment les exploités et les opprimés à se libérer de leurs chaînes. C'est le sens de notre présence ici, c'est le sens de notre engagement dans le combat de la classe ouvrière. Nous le réaffirmons, que vive le gouvernement ouvrier, que vive la Commune de Paris, que vive et triomphe demain l'État commune, gouvernement de la démocratie et maillon de la Constitution de l'Union libre des nations et des peuples libres d'Europe. Merci. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. Voici nos gérailles. Combien de nos chaînes se refaisent, ici les camps.